Si tel est le vœu de son Altesse, je m'efforcerai d'apprendre Mais épilepsie. qu'est-ce qui te prend? Bah, je regarde Sissi. Madame de Mais t'es malade de faire ça? Désire votre majesté. Tu veux en subir encore plus alors qu'elle est déjà là tous les Noëls? Cela nous changera. Déjà que t'es blonde, tu veux quand même pas empirer ça? Très drôle la blague. Non mais, franchement ça va le faire. En plus c'est seulement pour ma vidéo, ça va. Oui, enfin t'es au courant qu'il y a quand même 3 films. Oui, je suis au courant qu'il y a 3 films. Ne t'inquiète pas, ça va le faire. Fort que ce que j'ai à dire à votre Altesse impériale dépasse les prévisions les plus pessimistes. Votre majesté. A few moments later. Alors, ce visionnage? Ah ouais, ça l'a bien fait, hein. Tellement que ça t'a carrément ramolli ce qui te restait de cerveau. Plus jamais. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de Sissi. Et oui, vous aviez tant pleuré quand votre mère ou votre soeur vous avait forcé à regarder la trilogie, ou quand vous aviez regardé des robes de princesse que vous n'auriez jamais. Mais croyez-moi, la Sissi mignonne et positive dans le film qui vit un véritable conte de fées avec son prince charmant n'était pas du tout comme ça dans la réalité. Non, non, dans la vraie vie, Sissi, elle était dépressive et malheureuse toute sa vie. Oui, pour terminer cette année de merde, je me suis dit que j'allais parler d'un personnage bien dépressif. Mais attention, pour compenser, j'ai mis des lumières. Sissi, ou Elisabeth en Bavière, ou encore Elisabeth de Wittelsbach, est née le 24 décembre 1837 à Munich. Pour ce qui est de son enfance, le film le montre plutôt bien. Elle vit en effet une enfance heureuse dans une fratrie nombreuse où elle est la 3e, celle de Max en Bavière qui lui fait boire de la bière, véridique, et de sa femme Ludovica, qui sonne bien trop à mon goût à un méchant Disney. Elle s'entend très bien avec son père, qui est un peu trop original pour l'époque et reprendra son goût pour les voyages et l'équitation. Par contre, est-ce que ses parents s'aimaient? Non, pas vraiment, même pas du tout, vu que leur mariage était un mariage arrangé. Ne vous faites pas d'illusions, je ne vous aimerai jamais. Par contre, contrairement au film, où on retrouve François-Joseph avec un magnifique costume bavarois qui essaie de séduire la jeune demoiselle, il ne s'agit pas du premier amour de cette chère Sissi. Non. À 14 ans, elle tombe amoureuse du comte Richard, un beau jeune homme d'une famille bien évidemment pas aussi élevée que celle de Sissi, puisque sa mère est archiduchesse et lui comte, et bien évidemment Ludovica va les calmer un peu niveau mariage. Bon, ils seront vite calmés vu que Richard meurt d'une tuberculose, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Elisabeth va tomber dans une dépression et va écrire de nombreux poèmes funestes où elle espère rejoindre vite son bien-aimé. Cette jeune femme était la joie de vivre incarnée. En août 1853, Ludovica s'est arrangée avec sa sœur, la princesse Sophie, pour arranger un mariage entre sa fille aînée, Hélène, et son neveu, le jeune empereur François-Joseph. Bah, tout le monde parle de Sissi, mais personne parle d'Hélène. En même temps, sa sœur aînée, c'est l'incarnation parfaite de la fille à marier. Elle est élégante, elle joue de la musique, elle lit, elle sait se tenir en société, alors que sa sœur aime monter à cheval, se balader dans la nature, la musique la fait chier, elle est dépressive chronique et boit de la bière. Donc non, Elisabeth n'est pas la future impératrice idéale. Mais bon, on embarque quand même dans le carrosse qui les mène à la famille impériale pour fêter les fiançailles de Hélène et de François-Joseph. Bon, lui il a 21 ans et est réputé pour être beau gosse. Et Elisabeth, comment dire, c'est la beauté incarnée. Oui, genre sublime, magnifique, ce que vous voulez quoi. Alors que François-Joseph la voit après des années, bah, coup de foudre immédiat. Et oui, rassurez-vous, on est sacrément moins dégueu après la puberté. Alors pour le coup, le film fait un truc romantique mais n'a pas tant tort que ça. Selon la tradition, le fiancé doit apporter une rose à sa belle pour l'inviter à danser. Sauf que lui, non seulement il se pointe devant Elisabeth, mais il le fait avec un bouquet entier. Et bim bam boum, fiançailles au grand drame de sa mère, à qui il va désobéir pour la première fois. Et oui maman, je suis indépendant. Le 24 août 1854, soit 5 jours après, Elisabeth se marie donc avec François-Joseph. Dans le film, elle a l'air tellement heureuse. Dites-vous qu'elle a 15 ans, qu'elle avait déjà perdu quelqu'un qu'elle aimait, qu'elle se marie avec quelqu'un sans qu'on lui demande son avis. Elle n'a pas arrêté de chialer pendant tout le mariage, surtout que cette belle-mère lui en met plein les dents. Oh ça oui! Vous vous plaignez de votre belle-mère? Attendez un peu de connaître la princesse Sophie, la princesse des connasses, la reine des saletés, au même niveau, voire pire que la belle-mère de Cendrillon. Il aurait fallu qu'elle s'appelle Ludovica, et là, bam! Méchante Disney! Elisabeth se sent déjà prisonnière à Vienne. C'est le protocole espagnol là-bas et je peux vous dire que celui-là il vous fait pas de cadeau. L'étiquette Versailles c'est que dalle à côté. Et comme en plus Sophie ne veut pas d'Elisabeth, elle va lui en mettre, mais alors, plein la tronche.
Ça commence dès la nuit de noces. Comme la tradition l'oblige, dans de nombreuses cours d'Europe, comme à Versailles par exemple, on colle l'oreille à la porte de la chambre pour voir s'il n'y a pas des choses qui se passent. Bon déjà, c'est extrêmement dérangeant. Mais en plus, le lendemain, on observe la jeune fiancée, voir si elle n'a pas de cerne ou si elle n'esquisse pas un petit sourire contenu plaisir. Sympa le petit-déj. J'ai baisé. Est-ce que vous allez me foutre la paix maintenant? Lorsqu'elle accouche de son premier enfant, qui est une fille, donc déjà ça part mal, on l'appelle Sophie, sans qu'on lui demande son avis. Et bien sûr, la belle-mère va se charger de retirer la garde de l'enfant. Donc déjà, Elisabeth, elle se sent extrêmement mal. Le deuxième enfant, encore une fille, nommée Gisèle cette fois, est emmenée par Elisabeth lors d'un voyage, mais la petite meurt d'une gastro. Et cette connasse de Sophie, vous savez ce qu'elle va lui dire? Et voilà! Qui c'est qui avait raison? Eh ben c'est Bibi. Mais bien évidemment, personne ne m'écoute dans cette baraque. Moi, quand j'essaie de dire qu'elle est pas capable d'être impératrice, tout le monde dit que j'ai tort. Quand je dis qu'elle est pas capable d'être mère, on m'engueule, on me dit oui, il ne faut pas lui retirer ses enfants, blablabla. Oui, bah excusez-moi, mais madame, elle a voulu en faire qu'à sa tête. Moralité, la gamine, eh ben elle est morte. Moi, la mienne, eh ben elle l'est pas. Ferme-la une bonne fois pour toutes, hein. Elle va partir celle-là. Et à la naissance de Rodolphe, son seul fils, cette saleté de belle-mère va bien évidemment le lui retirer. Autorité abusive, manipulation, culpabilité, torture psychologique... Ouais, je crois qu'on est bon. C'est bien une putain de méchante Disney. Bien évidemment, Elisabeth, qui était déjà très faible et très malheureuse dès le début de son mariage, va replonger dans sa dépression, va même commencer à fumer, se fait accompagner de grands chiens pour remédier à sa solitude, et cette douleur morale commence à se voir physiquement. On lui diagnostique une tuberculose. Mais les historiens savent aujourd'hui que malgré les symptômes, il s'agissait juste du manifeste de son mal-être. Alors qu'est-ce qu'elle va dire à tout ce beau monde pour guérir? Je me tire! Oui, j'ai osé. Et là, Elisabeth va se barrer tout le temps, en commençant par Madère en 1861. Et à son retour, elle va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'elle va faire alors? Bah se rebarrer. À Corfou cette fois, qu'elle va adorer. Bon, on lui dit quand même de revenir à Vienne, parce qu'elle est prête à rester là-bas tellement la ville lui plaît. Mais elle va repartir. Encore et encore. C'est bien qu'elle aura son wagon personnel attaché au grand train transatlantique. Elle va aussi avoir un goût pour la Hongrie et va convaincre François-Joseph d'arrêter ses querelles avec ce pays. C'est donc avec elle que naît la monarchie austro-hongroise lorsque le couple sera couronné roi et reine de Hongrie le 8 juin 1867. C'est d'ailleurs ce que montre le film, d'une manière romantisée certes, mais véridique globalement. Par contre, ce que le film ne montre pas, c'est son régime drastique et sa fascination pour la mort. Alors Elisabeth a été longtemps vue comme anorexique, et ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, commençons par le début. Elisabeth, elle est très belle. Je redis, mais vraiment, il faut insister sur ça. Tout le monde le dit, il n'y a aucune exception, c'était une très belle femme, à la fameuse chevelure qui nécessitait 2 heures de coiffage, car elle est jusqu'à ses chevilles. Comment elle fait? Comme personne ne l'aime à Vienne, son seul support est François-Joseph. Lui a toujours été amoureux de sa femme, même si l'inverse est un peu plus complexe à affirmer. Bon, elle a craqué sur lui quand elle avait 15 ans, mais plus les années passaient, plus cet amour se tarissait, surtout que cette pétasse de Sophie ne les laissait bien évidemment jamais seuls ensemble. Mais comme François-Joseph l'aimait, il fallait surtout qu'elle se serve de cet amour pour avoir le seul point d'accroche pour ne pas être répudiée. Et pour ça, il fallait rester belle. Au-delà de sa chevelure, elle faisait surtout beaucoup de sport. Ça a d'ailleurs été la seule impératrice à être si sportive et à avoir carrément des salles de gymnastique dans ses demeures, à Vienne ou ailleurs. Elle était aussi une très grande cavalière, ayant déjà un goût prononcé pour l'équitation. Elle décide de prendre des cours dans un cirque pour exécuter des figures assez impressionnantes. Et oui, elle s'imposait à un régime qui peut paraître drastique, mais elle mangeait. C'est juste qu'elle mangeait seulement ce qu'il lui fallait pour garder la santé, et surtout sa taille de 55 cm. 55 cm, ça fait ça. Oui, cliniquement, c'est ce qu'on appelle le risque de se casser en deux. Cette beauté, on la retrouve dans ses portraits, notamment les plus intimes, destinés à François-Joseph. Et lorsqu'elle vieillira, elle cachera ses rides derrière un voile noir. Tout le monde va essayer de la prendre en photo sans succès. Celles que l'on voit sont d'ailleurs souvent des faux. Bon, vous devinez que l'allure qu'elle a à cette époque est très funeste. Accompagnée de ses dames de compagnie, on disait que croiser ces dames en noir prédisait une mort dans la semaine à venir.
Sympa, hein? En même temps, Elisabeth a de quoi se mettre en noir. Déjà déprimée de base, elle a fait face à de nombreux décès. Parlons de sa fascination pour la mort! Bien sûr, ça a commencé par sa fille Gisèle, qui lui a valu la conscience d'une mère indigne grâce à cette... On a compris! Belle-mère de Sophie. Mais les autres grands drames de sa vie impériale furent au nombre de 2. Le premier, celui de son cousin, Louis, deuxième roi de Bavière. Fan de Wagner et des contes, il est connu pour ses châteaux de contes de fées construits un peu partout en Bavière. C'est un homme qu'on pense être un homosexuel refoulé, très mélancolique et dépressif, à croire que c'est de famille. Ils s'entendent très bien, elle est fascinée par le côté fantasque de son cousin et lui est fasciné par le destin incroyable de sa cousine. Elle est d'ailleurs la seule à être autorisée à voir les chantiers de ses châteaux. Mais plus ça va, moins ça va. Louis II de Bavière est déclaré fou et est interné le 12 juin 1886. Et le lendemain, il décide de se promener avec son médecin et comme par hasard, on retrouve le médecin étranglé Louis II noyé dans un lac à proximité du lieu où ils ont été découverts. Même si l'hypothèse du suicide est privilégiée, cette mort reste encore très mystérieuse aujourd'hui. Ce qu'il n'est pas en revanche, c'est le choc de l'impératrice à l'annonce de sa mort. Elle ne quittera plus jamais ses habits noirs, commandera un portrait funeste de son cousin et tentera même d'entrer en contact avec lui grâce à des séances de spiritisme. Bien. Sacrée ambiance dans cette vidéo, hein, on s'éclate, hein. Et c'est pas fini, c'est au tour de son fils, Rodolphe. Comme Sophie la connasse lui a enlevé la garde, elle a donc donné cette charge à un précepteur qui était absolument horrible avec lui et le martyrisait. Donc déjà enfance plus que pas terrible. Bien évidemment, ça ne s'arrange pas en grandissant. Il se marie, mais commence à se droguer et avoir des maîtresses, dont une qui avait l'air aussi dépressive que lui. On le retrouve mort le 30 janvier 1889 sans savoir s'il s'est tué ou s'il a été tué. Comme pour lui, ça reste très douteux. Il sera enterré dans la crypte de la dynastie autrichienne et Elisabeth descendra régulièrement voir son fils et on entendait même hurler son nom. Mais quelle ambiance! Mon François-Joseph se rend compte que quand même sa femme va pas très bien. Il lui offre alors la villa Hermès dans les alentours du palais de Schönbrunn, mais au moins loin du palais de Schönbrunn. C'est une villa à l'image de Sissi, avec des pièces aux peintures mythologiques énigmatiques, des salles de sport et une ambiance très glauque, comme avec cette statue de la mélancolie qu'Elisabeth avait achetée et qui était éclairée de vert pour la rendre encore plus fantomatique. Elle l'aurait achetée puisque cette statue représentait l'image qu'Elisabeth avait d'elle-même. Ok, alors est-ce qu'on va pouvoir juste retrouver une certaine joie de vivre, hein, parce que là, j'ai juste envie de partir en dépression. Mais en 1898, ça va mieux. Elisabeth commence enfin à faire son deuil. Elle part à Genève pour visiter une amie à elle, et lors de son départ, elle accepte même d'aller se promener dans la rue sans les policiers. Sauf que... Sur le quai, il y a un mec qui passe, qui la bouscule. Sur le coup, elle pense qu'il a voulu lui voler quelque chose et ne s'inquiète pas plus que ça. Elle entre dans le bateau de retour et perd connaissance. On lui découvre une plaie dans le cœur. Il s'agissait en fait d'un anarchiste qui voulait tuer une tête couronnée. C'est tombé sur Elisabeth qui n'a même pas senti le poinçon fin se planter dans sa poitrine. Elle meurt 1 heure plus tard, le 10 septembre 1898. À l'annonce de sa mort, François-Joseph va fondre en larmes. Voilà. Eh ben, ça me donne envie de regarder The Mask, tout ça. Ouais, moi je dis qu'on fait ça. Allez, salut. Et c'est ainsi que cet épisode extrêmement dépressif se termine. Enfin. Ça y est, je vous ai bien massacré les films, là? Non, parce que Elisabeth, dans la réalité, on est d'accord, elle a eu une vie horrible. Non, parce que mariée de force, belle-mère horrible, protocole étouffant, enfant qui lui sont tirés, mort successive de ses proches, et enfin, assassinat. Non mais clairement, Sophie, c'est la méchante Disney, Elisabeth, ça serait plus l'héroïne d'une tragédie shakespearienne. Dépressive et victime d'une mort funeste comme celle de son cousin puis de son fils, on la pense faire partie de la fameuse malédiction des Habsbourg. Ce qui est sûr, c'est qu'Elisabeth, au début, elle avait l'air d'avoir enfin un destin totalement féerique, mais cette féerie n'était qu'une apparence. Au contraire, ce destin l'étouffait totalement, et les seuls moments où elle a été heureuse, c'est d'en sortir en voyageant. Donc en retrouvant ce qu'elle avait connu dans son enfance, c'est-à-dire la nature et la liberté. Et cette nature et cette liberté, elle aurait pu la retrouver toute sa vie si François-Joseph avait choisi sa sœur Hélène. Comme quoi, les coups de foudre ne mènent pas toujours à de super belles histoires d'amour. En tout cas, malgré cette vie extrêmement merdique, les films n'ont retenu d'elle que Sissi, la signature qu'elle mettait dans certaines de ses lettres. Donc au final, malgré ses malheurs, on ne retient de Sissi que sa positivité, sa jeunesse, sa beauté et sa niaiserie. Oui, les films sont vraiment horribles, vraiment, je suis traumatisée. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qui malgré la dépression totale qu'il y a eu dans cette vidéo, vous aura appris certaines choses sur ce personnage qui est aussi connu que Marie-Antoinette, mais il y a quand même une vie bien plus merdique. Si ça vous a plu, eh bien je vous conseille de regarder une autre de mes vidéos sur une autre impératrice, Catherine II cette fois.
Également, le discours habituel, hein, de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo, de me suivre sur Facebook et Twitter puisque je mets pas mal d'infos sur ce qui se passe sur la chaîne, et également mon blog où je publie quelques articles. Tous les liens, bien évidemment, sont en description. Et je remercie également Viloki pour sa deuxième participation sur cette chaîne. Je remercie les tipeurs pour leur contribution et j'espère bien évidemment m'acheter une nouvelle caméra bientôt. Et je vous remercie également pour vos opinions sur la monétisation, puisque à l'unanimité j'ai décidé donc de monétiser mes vidéos. On verra ce que ça va donner. Et enfin j'aimerais vous partager ma collaboration, ma première collaboration, c'est si émouvant, avec Monsieur Panier, donc qui est un prof d'art appliqué, donc qui a fait une chaîne sur ce thème-là, et il m'a proposé de participer à l'une de ses vidéos sur le côté historique de la chose, sur les êtres hybrides. Je vous conseille vivement donc de regarder cette vidéo, elle est très bien montée, très bien expliquée, très instructive, et il donne vraiment une forme différente à ses vidéos, surtout qu'il est prof, donc je trouve ça très très cool qu'il utilise YouTube à des fins éducatives. Donc voilà, vraiment, foncez, c'est vraiment cool, et j'espère bien évidemment faire d'autres collaborations avec lui. Et bien évidemment, je vous remercie pour votre soutien perpétuel sur mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir, cette année a été encore vachement cool. Je vous souhaite également de bonnes vacances si vous avez la chance de ne pas être à la fac. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes, j'espère que vous avez bien bouffé, vous avez plein de cadeaux. Et bien évidemment, je vous retrouve à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!